Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission. On ouvre avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Puis vous découvrez l'une des nombreuses idées derrière la tech qui fourmillent dans l'esprit de Jeanne Dreyfus. Bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez ? Je me penche sur la production de vidéos générées par intelligence artificielle et de la recrudescence des contenus discriminatoires qui vont avec. Bref, ceux dans une décomplexion parfois totale. On va voir ça tout à l'heure. Quant à notre sujet du jour, imaginez un cours d'histoire où Marie Curie apparaît pour vous expliquer sa dernière découverte, ou encore un atelier de mode où vous voyez votre création prendre vie en 3D directement sur votre table. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité augmentée et elle débarque dans nos écoles. Objectif, rendre l'apprentissage plus vivant que jamais. On en parle avec notre invitée Karen Krefker. Bonjour. Enchantée. Cofondatrice de Harry. On va parler de tout ça avec vous dans un instant, mais d'abord place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve après votre nouvel épisode. Quelques mois, voire depuis quelques années désormais, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais une autre technologie fait doucement son chemin dans les classes, c'est la réalité augmentée. Elle permet de donner vie à des objets, à des œuvres, des concepts directement sous les yeux des élèves. Alors à quoi sert-elle concrètement ? Comment ça marche ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Karen Krefker. Vous êtes cofondatrice de Harry. Alors Karen, pour commencer, et pour ceux surtout qui ne sont pas familiers de ce qu'est la réalité augmentée, est-ce que vous pouvez nous en expliquer le principe ? Oui, alors la réalité augmentée, finalement, c'est très simple. C'est le fait de mettre en 3D un objet numérique qu'on peut voir dans le réel. Et ça permet de poser, par exemple, une table, un objet, un look, et de pouvoir tourner autour. Et alors, quelle est la différence finalement entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle dont on entend peut-être un petit peu plus parler ? Oui, alors la réalité virtuelle, finalement, elle n'est pas... vous ne pouvez pas tourner autour. Vous allez la voir sur votre écran et vous allez pouvoir tourner autour, mais juste en bougeant votre doigt. La réalité augmentée permet vraiment de faire le tour et de se déplacer. Et donc, on peut voir l'encombrement d'un objet, on peut voir l'encombrement d'un look, on peut voir un objet scientifique. C'est vraiment différent. C'est une autre appropriation pour les élèves aussi. Alors vous, chez Harry, vous avez justement décidé de ramener cette technologie dans le monde de l'école. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots en quoi consiste Harry ? Alors, Harry, c'est une application qui s'appelle donc Harry Ledger et qui permet à tout à chacun de poser des différents éléments en réalité augmentée et plusieurs éléments, de pouvoir faire des vrais concepts, donc finalement des vrais événements autour de la réalité augmentée. Et la particularité, c'est qu'on a souhaité qu'elle soit diffusée sur téléphone et tablette pour que ce soit accessible au plus grand nombre et ne pas la laisser dans un casque. Alors, d'où vous est venue cette idée, cette volonté de travailler sur cet objet qu'est la réalité augmentée ? Alors, au départ, c'était pour redonner un petit peu vie à tout ce qui est magasin, tout ce qui est environnement finalement physique, de pouvoir décorer. Et puis, de plus en plus, on a vraiment trouvé intéressant de pouvoir aller le porter dans les écoles, parce que c'est là où ils font les objets 3D, c'est là où ils font la conception, et c'est là où finalement, ils ont besoin aussi de montrer ce qu'ils font et de pouvoir le véhiculer et de l'envoyer facilement. Est-ce que la réalité augmentée ouvre de nouvelles formes de collaboration aussi peut-être entre les écoles, les universités, peut-être même les musées, les entreprises ? Oui, alors exactement. On a ouvert une collaboration très très intéressante avec le musée de Polytechnique, le MUSIX, et puis une école qui s'appelle Innov, qui est basée pas très loin d'ici, et sur lequel on a travaillé sur un projet de faire sortir les objets scientifiques du musée, de les animer et de pouvoir, dans un second temps, les envoyer dans les classes. Donc c'est vraiment une vulgarisation de la réalité augmentée.
Jeanne, je me tourne vers vous puisque en parallèle de votre travail ici chez School TV, vous avez une formation d'historienne de l'art. Vous travaillez avec les musées, les institutions culturelles notamment pour redonner voix aux œuvres à travers des podcasts. Si demain, justement, ces œuvres, elles pouvaient littéralement parler grâce à la réalité augmentée, vous signerez tout de suite ? Ouais, je pense que c'est aussi un mélange entre plein de technologies. C'est-à-dire qu'on peut se servir de la réalité augmentée, on peut aussi redonner la voix à Van Gogh, par exemple, en l'armant d'une IA qui reproduit tous ces textes. On peut en effet faire des études scientifiques en regardant à l'intérieur d'un objet qui serait un objet, je ne sais pas, de pré-Colombie, et on verrait à l'intérieur, à travers une imagerie pénétrante, ce qu'il y a à l'intérieur de ces objets qui sont généralement votifs. C'est pour moi un écosystème qu'il faut... qui est vraiment une avancée et un voyage au travers l'art. On dit que l'on apprend mieux quand on vit une émotion et finalement j'ai l'impression que c'est ce que vous expliquez un petit peu, Jeanne. Est-ce que la réalité augmentée, elle joue aussi sur ce registre de l'émotion ? Oui, clairement elle joue sur ce registre de l'émotion. Simplement quand on l'amène en classe, et finalement, au départ, les élèves ou les intervenants imaginent qu'ils vont rester sur la tablette et le téléphone. Et puis quand ils se mettent à se déplacer, là, on les voit s'animer, on les voit se baisser, on les voit s'approcher de l'objet. C'est vraiment interactif. Et là, tout de suite, ils comprennent que c'est une autre dimension. Et effectivement, comme vous disiez si justement, le mêler à une IA, le mêler à une interaction, c'est vraiment pour moi très, très intéressant pédagogiquement. Oui. Aujourd'hui, quel est le niveau de maturité de la réalité augmentée dans l'éducation ? Qu'est-ce que vous observez, vous, sur le terrain ? Est-ce que vous vous sentez plutôt précurseur, peut-être ? Alors, précurseur, un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'on voit que ça commence à être vraiment adopté. Et puis finalement, par le biais de conférences, de commencer déjà une petite innovation dans une école, fait que derrière, ça déclenche finalement des modules d'apprentissage. Et donc ça, je trouve que c'est très très intéressant. Au niveau des plus jeunes, le projet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment faire sortir un musée hors les murs. Et ça permet de démocratiser. Et il n'y a plus la barrière technologique, finalement. Et donc, nous, notre métier, c'est aussi de masquer cette barrière technologique. Pour moi, ça doit juste être un autre moyen d'apprendre, un autre moyen de s'approprier tout ce qui est histoire, tout ce qui est même événements scientifiques, mais surtout de pouvoir l'apprendre autrement et avec des notions à la fois numériques, mais à la fois aussi d'autres pédagogies. Aujourd'hui, sur le terrain, Harry est utilisé dans quel type d'école, pour quel type de projet ? Alors, très concrètement, est utilisé dans les écoles de mode, et notamment sur plusieurs niveaux. Une école qui est plutôt master et qui a un diplôme de master en fashion, mais également dans le cursus event. Alors c'est aussi très intéressant parce qu'on voit que dans le côté fashion, ils créent des looks et donc ils les font sortir et donc ils peuvent tourner autour, ils peuvent les montrer et les créer. Mais dans le côté event, c'est différent parce que là, ils vont utiliser finalement des objets 3D qui existent, ils vont peut-être en créer d'autres, mais surtout, ils vont les mettre en scène. Donc, c'est vraiment une autre approche. Donc, ce sont des approches vraiment complémentaires. Est-ce que vous proposez, j'ai deux questions, est-ce que vous proposez le virtual try-on, l'essayage virtuel, et est-ce que, par conséquent, ça demande aux étudiants d'acquérir des compétences en volumétrie 3D qu'avant, ils n'avaient pas forcément ? Alors, le virtual try-on, nous ne le proposons pas. Nous avons plutôt axé notre qualité d'application sur la partie qualité, c'est-à-dire la partie transparence, la partie rendu de matière. Si vous avez, par exemple, un pull qui a été modélisé sur un logiciel classique, le rendu, il doit être absolument parfait. Donc vraiment, c'était notre axe. Pour la question, c'est est-ce que ça demande aux étudiants d'avoir des capacités en volumétrie, en 3D, etc. Alors, pour ceux qui créent, en fait, ce que ça demande, ce sont des compétences de réduction de poids, puisqu'en fait, les objets, ils ont un poids quand ils sont créés. Et pour que ce soit compatible réalité augmentée, ils doivent être à peu près 10 fois plus légers. L'intérêt, à mon sens, c'est que ça les sensibilise aussi à mettre des données numériques parfaites, mais légères. Et donc, du côté écologie, ça va aussi dans ce sens. Dans quelles autres disciplines ou matières scolaires on pourrait imaginer un jour Harry ?
Alors, tout à l'heure, je parlais du musée. Le musée, ce sont des objets scientifiques qu'on peut voir numériquement en réalité augmentée. On peut voir les forces, on peut voir les champs magnétiques, on peut voir en fait l'éclaté. Donc ça peut à la fois être transverse et on peut voir aussi, bien sûr, la personne qui a créé, donc le scientifique qui a créé. Donc finalement, ça pourrait être complètement un travail transverse qui est du côté historique, du côté scientifique pour une manip ou pour voir la manipulation, et puis même du côté technologique finalement pour apprendre. Mais voilà, c'est très vaste. Vous avez évoqué le fait que votre solution était pensée pour être utilisée sur les smartphones, les tablettes, pour éviter justement cette fracture numérique, j'ai envie de dire quelque part. Est-ce qu'il y a des contraintes techniques à connaître en revanche? Est-ce qu'il y a besoin d'un certain niveau de connaissances numériques, informatiques, avant de pouvoir se saisir de l'objet? Alors, pour l'utiliser, pas du tout. En fait, il faut zéro connaissance numérique. Technologique, il faut un smartphone relativement récent, on va dire moins de 5 ans. Donc, relativement récent, bon, tout est relatif. Aujourd'hui, on voit bien que 80% de la population a un smartphone compatible. C'est plus vraiment un problème. Et puis, dans les écoles, ce qui est favorisé, ce sont les tablettes, mais de bonne qualité. Donc, finalement, ça va vraiment bien en lien avec toutes ces technologies. Allez, on va continuer à parler d'apprentissage immersif, d'élèves acteurs de leur cours et d'une école qui se réinvente grâce à la réalité augmentée. On poursuit notre discussion juste après un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, Internet comme vous ne l'avez jamais vu, c'est l'œil de Dylan Coller. Si vous nous rejoignez sur School TV, bienvenue dans l'école du futur. Je suis avec mon invitée Karen Crèvecoeur, cofondatrice de Harry, avec qui l'on parle de réalité immersive à l'école. On poursuit nos discussions dans un instant, mais d'abord place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui des dérives qui accompagnent l'usage massif des intelligences artificielles génératives, images et vidéos racistes, antisémites, produites à la chaîne et relayées largement par les algorithmes.
Après l'âge d'or du mème, bienvenue dans la nouvelle ère du slop, mesdames et messieurs, dont on a parlé la semaine dernière. Alors, en bref, qu'est-ce que c'est? Des vidéos générées par intelligence artificielle de piètre qualité, en quantité massive et un maximum d'engagement. Alors pourtant, pas de tromperie sur le produit. Slop, ça signifie littéralement bouilli ou au sale. Slop qui fait donc la part belle à des contenus loin d'être bienveillants. Et repose sur de bonnes vieilles recettes qui reviennent en force. Côté racisme anti-noir, on a vu récemment les Bigfoot Baddies. Ces hybrides femmes primates censées incarner les femmes noires américaines. Elles parlent le AAVE, l'anglais vernaculaire afro-américain, de manière caricaturale. Elles sont hyper sexualisées, agressives et vulgaires. Nombre d'experts y voient une mise à jour du minstrelsy. C'est quoi? Ce sont ces spectacles de ménestrels américains où des acteurs blancs se grimaient en blackface pour ridiculiser les noirs. Socle d'un racisme médiatisé, aujourd'hui qualifié de rage farming. C'est de l'incitation à la haine à base de clics, un grand renfort de clics. Donc ça ne fleurirait pas sans les réseaux sociaux, tout ça. C'est même sous-jacent à leur logique même. Clivage égale engagement, égale présence dans nos feeds. Et dans des contextes politiques, prenons par exemple le contexte du conflit palestinien-israélien, eh bien l'antisémitisme agit comme une arme symbolique massive, avec une recrudescence par exemple de l'association Juifs Argent. Ça existe depuis le Moyen-Âge, quand les Juifs n'avaient pas le droit d'exercer certains métiers, ni ne pouvaient posséder de terre, eh bien, il s'était mis dans le commerce et dans le prêt d'argent, Et dans d'autres vidéos, par exemple, on va voir des Juifs dans un avion avec en légende 3000 ans qu'ils l'attendaient. Cet avion, allusion évidemment à l'exode des Juifs d'Égypte. Chaque fois, en commentaire, on voit des hashtags Free Palestine, censé en fait légitimer l'antisémitisme sans vergogne qui accourt sur les plateformes. Vous nous parlez donc de pratiques décomplexées. Est-ce que selon vous, c'est propre à notre époque? Alors sur retour en grâce, en effet, oui, notamment aux États-Unis. Ce phénomène, il est porté par des partisans du premier amendement pour une liberté d'expression parfois totale, et aussi les opposants au wokisme. On voit par exemple un suprématisme blanc décomplexé sur les réseaux prôner la puissance du flic américain, tout muscle dehors, grosse bagnole, un bon masculinisme assumé. Ici, le policier va bientôt écraser la foule et se réjouir de la qualité de ses ralentisseurs. Au secours. Ailleurs, une vidéo met en scène un Américain d'origine mexicaine. On voit ça tout de suite. Je traduis, je porte le drapeau du pays où je n'ai pas envie qu'on me renvoie, et tout en détruisant le pays que je ne veux pas quitter. Message, on le voyait aussi avec la scène de désordre, message, les immigrés détruisent les États-Unis, et chose qu'il faut remarquer, eh bien, dans ces scènes de sédition, il n'y a que des hommes. On est donc sur plusieurs niveaux de préjugés et de biais. Couple homosexuel représenté par des hommes blancs et minces, couple trans ou lesbien invisibilisé, personnes en surpoids sédentaire, tous les préjugés vivent leur meilleure vie. Au-delà de la manipulation des opinions, est-ce qu'on peut prévoir des répercussions concrètes? Oh que oui. Le journal britannique The Times a fait l'expérience en juin d'une création de vidéos IA. On y voyait une révolte de Pakistanais devant un temple hindou en flammes. Une autre vidéo encore montre un électeur avec un drapeau LGBT sur le torse truquer les élections dont on voit le drapeau américain. Ce qui peut largement, on peut l'imaginer, conduire à de la violence intercommunautaire ou à une défiance face aux institutions politiques et publiques. Bref, je vous propose alors une méthode simple pour vous armer de vigilance devant ces slops avec les initiales. Surveillez vos émotions face aux images, lisez les signes watermarks, sources et incohérences, osez douter des récits simplistes ou trop bien ficelés et partagez avec prudence ou pas du tout. Vous avez donc la méthode SLOP. Maintenant, gare au slop. Et quand la haine devient virale, la désinformation, elle n'est jamais loin. Alors, prudence. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. Il est temps de reprendre nos discussions. Jusqu'à présent, nous avons vu comment la réalité augmentée s'intègre concrètement dans les classes. Place maintenant à ce qu'elle nous réserve pour demain entre Avatar, IA et École du futur. C'est tout de suite dans la seconde partie du Talk.
Et bien évidemment, ça ne se fait pas sans mon invitée, Karen Crèvecoeur, cofondatrice de Harry. Alors, juste avant de prendre une petite pause dans notre émission, on évoquait le fait que les écoles avaient besoin, effectivement, pour accéder à votre solution, d'investir dans des tablettes et autres investissements dans le numérique. Mais alors, quel budget faut-il envisager pour une école qui souhaite se lancer dans ce type de solution ? Alors en fait, il y a plusieurs écoles, plusieurs niveaux d'écoles. Si par exemple on prend les écoles de niveau supérieur dont on parlait tout à l'heure, ce sont des coûts de licence. Finalement, ils ont déjà tout le matériel. Donc les coûts de licence, ça représente à peu près 70 € par élève. C'est pas vraiment un coût très très élevé. Si on parle par contre des plus jeunes, là c'est pareil, ça va être des équipements qu'ils ont finalement déjà. On voit bien que dans beaucoup de départements, l'équipement est déjà fait en France. Donc c'est pas forcément très très loin de ce qui peut être mis en place. Aujourd'hui, votre outil est plutôt utilisé par des jeunes adultes, on le disait, plutôt en école de mode. Est-ce que vous pensez qu'il ait quand même sa place auprès des plus jeunes ? Est-ce qu'à terme, vous pensez qu'Harry arrivera à intégrer des classes inférieures ? Alors pour moi, justement, tout à l'heure on parlait partenariat musée, partenariat Innov, par exemple, qui est une école beaucoup plus généraliste dans le 3D. Là, la cible, c'est le niveau collège. En dessous, ça paraît plus compliqué, puisqu'on est vraiment dans les apprentissages de base. Et c'est peut-être pas forcément souhaitable. Mais à partir du collège, en fait, la pluridisciplinarité des médias et des sources et des interactions, c'est très, très enrichissant. Donc oui, je crois vraiment que collège, lycée, supérieur... ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais ça coûte cher, finalement, quand même, 50 € par élèves, si jamais on en a 1000, 3000, ça commence. Alors là, je parlais des écoles pour la partie création supérieure. Ils ont cependant la possibilité de démarrer avec du freemium pour pouvoir tester la solution. Et ça, c'est en fait un freemium qui est à l'année, sur lequel ils peuvent tester avec déjà, par exemple, soit 2 objets, soit 2 looks, soit etc. Ils peuvent aussi prendre des packages qui peuvent être par classe. Oui, donc en fait, il y a plusieurs solutions en fonction de leurs besoins. Quand on parle d'une licence, par exemple, individuelle, ça peut aller jusqu'à leur servir de portfolio. Donc l'apport, effectivement, finalement du bienfait par rapport aux 70 € de l'élève, il est vraiment pas très onéreux. Et ce portfolio, il reste actif si jamais on n'a plus l'abonnement ou alors oui, il reste l'accès actif. Oui, il reste actif. C'est plutôt la bonne nouvelle. Pour revenir sur les jeunes, comment est-ce qu'ils réagissent à cette technologie ? Quel retour vous avez, vous, sur le terrain ? Alors, le premier retour, c'est qu'ils sont assis derrière leur PC, ils n'imaginent pas pouvoir faire autant de choses avec la réalité augmentée. Et quand ils l'adoptent, ensuite, ils trouvent ça génial et ils veulent faire d'autres choses avec. Et donc, ils prennent le temps nécessaire pour l'apprentissage parce qu'ils comprennent que finalement, c'est une autre manière d'apprendre. C'est encore autre chose que le côté vidéo 2D, le côté je vois et je touche juste. Là, je me mets en scène. Alors, en début d'émission, je vous parlais de la différence entre la réalité augmentée, donc qui est votre spécialité, et la réalité virtuelle. La réalité virtuelle qui fut un temps beaucoup plus connue, qui a fait plus parler d'elle, notamment avec l'exemple du métavers, et qui s'est avéré finalement être une bulle technologique. Pensez-vous que la réalité augmentée a vraiment vocation à se développer ou que nous sommes encore pas assez matures peut-être en France pour intégrer ce type de technologie, notamment dans les écoles ? Alors, je pense qu'il y a des technologies qui sont arrivées trop tôt, notamment le métavers il y a quelques années. La qualité, même simplement les téléphones ou les casques n'étaient pas à la hauteur. Et puis, il n'y avait pas d'autre solution finalement qu'un casque. C'est quand même relativement compliqué d'apporter des casques et d'enfermer des élèves. Enfin, je pense et onéreux. Et onéreux, bien sûr. Non, mais si on parle là, bien sûr, très onéreux, long en équipement. Enfin, c'est pas du tout, je pense, adapté à un public qui a besoin, qui a un cours de 40 minutes finalement, et sur lequel il faut les faire interagir. Donc, moi, je pense que ça, c'est une techno qui est arrivée un peu tôt. La réalité augmentée est arrivée également un peu tôt. Elle en souffre aujourd'hui. Ceci dit, je trouve que maintenant que tous les smartphones peuvent l'accueillir, on voit une recrudescence justement de création et d'événements en réalité augmentée. Et je crois vraiment à la réalité augmentée et la réalité mixte finalement. Et moi, j'imagine que aujourd'hui, on crée on voit avec un téléphone, avec une tablette. Mais j'espère avec des lunettes très très vite. Des lunettes très bannes. Et quid de l'étranger ? Est-ce que finalement il y a d'autres pays qui sont peut-être un petit peu plus avancés que la France sur ces sujets-là ? Alors,
un peu plus, mais pas forcément. Oui, dans les pays nordiques, il y a effectivement de belles innovations. Ça reste toujours, en tout cas pour le moment, relativement sur des secteurs bien spécifiques et principalement, en tout cas, dans ce qu'on a pu observer dans le secondaire. C'est vraiment des choses qui sont... Mais ce qui est un petit peu logique, finalement, pour le temps qui s'approprie la partie numérique. Bon, que recommandez-vous aux établissements, finalement, qui souhaitent se lancer sur la réalité augmentée ? Alors déjà d'expliquer ce que c'est, comme ce qu'on a fait C'est un bon finalement. début. S'ils n'ont pas regardé, bien évidemment, l'école du Voilà, futur. parce que la notion est intéressante. Et puis ensuite, qui nous contactent et on montrera un petit projet avec eux volontiers. Et peut-être, pourquoi pas, avec un musée ou un autre... Une autre institution. Une autre institution, parce qu'au contraire, c'est... Le champ des possibles est immense, C'est très, très visiblement. large. Certains diront encore plus d'écran à l'école. Que leur répondez-vous ? Alors, oui, c'est un écran, mais c'est un écran qui vit. C'est un écran où, justement, on se déplace en classe. Justement, on interagit avec un objet pour le voir. Et c'est là toute la différence, à mon sens, que de faire travailler des enfants assis devant un PC ou devant un écran. C'est vraiment une nouvelle expérience. Et c'est une expérience qui, finalement, s'ancre un peu dans la mémoire. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est pas quelque chose qui doit être systématisé. Finalement, ça n'aurait pas de sens. Enfin, il y a des choses pas nécessaires de les systématiser. Par contre, quand on parle d'expérience ou d'événements, les enfants s'en souviennent et ils savent vous expliquer le cours qui les a marqués. Et en parlant d'événements, je crois que vous avez aussi vocation à développer des doubles numériques avec une touche d'intelligence artificielle pour redonner vie, par exemple, à des figures comme Marie Curie ou Léonard de Vinci. On en est où de tout ça ? Beau projet. Beau projet qui, effectivement, est dans une sorte de carton, on va dire. Oui, l'idée, c'est vraiment d'apporter... Alors, pour le coup, une IA qui soit vraiment bornée, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas halluciner. Donc ça, c'est vraiment... en fait, chez Harry, on a toujours voulu de la qualité. Et ce projet, ce sera également de la qualité. L'idée, c'est qu'on puisse échanger de manière naturelle et avec une IA, mais avec quelqu'un soit d'historique, soit quelqu'un qui vous apporte habituellement ses recettes de cuisine sur YouTube. Et là, vous pourrez discuter avec et avoir vos prochaines étapes pour la recette. Mais à bientôt. Et oui, c'est ce que j'allais dire, vous nous avez mis l'eau à la bouche pour la référence à la cuisine. On en reparlera, vous reviendrez nous en parler dans quelques mois, j'espère. En tout cas, pour aujourd'hui, ce qu'on le retiendra, c'est qu'une école plus vivante, plus interactive, plus curieuse du monde, c'est peut-être ça finalement, l'effet réalité augmentée. Merci beaucoup, Karen Crèvecoeur. Vous êtes, je le rappelle, cofondatrice de Harry. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci également à Jeanne Dreyfus pour sa chronique. Merci aussi aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve toujours avec beaucoup de plaisir dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.